Merci Isabelle. Sorry, my talk will be in French, but I'm sure we'll read all my slides very easily. So, merci, bonjour à tous. Merci d'être là pour ce point Euro-HPC. J'étais venu, j'ai retrouvé une présentation qui datait du mois de mars, je crois. Donc, j'étais déjà venu vous parler d'Euro-HPC au mois de mars. Et là, je vais vous dire où on en est. Je vous avais rappelé, donc je vais passer les premiers slides très vite. C'était pour vous rappeler quand même qu'il y avait une stratégie européenne en tout ce qui est numérique. La stratégie européenne, c'est évidemment d'abord le calcul intensif, c'est en bas, c'est aujourd'hui Euro-HPC. Il y a évidemment besoin d'une très grosse infrastructure réseau puissante, c'est géant. Et puis, il y a aussi tout un autre projet qui prend beaucoup d'importance en Europe et qui nous occupe aussi beaucoup, qui est EOSC pour European Open Science Cloud. Ce sont en gros ces trois sujets-là, leur déclinaison française, évidemment, et puis aussi tout ce que l'on mène au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche en termes d'action de mutualisation et de rationalisation des moyens numériques, qui sont d'ailleurs les activités principales du nouveau département de la DGRI qui a été créé, le département services et infrastructures numériques, que j'ai le plaisir de diriger depuis 2 mois. Donc, pour vous rappeler aussi ce qu'est Euro-HPC, donc Euro-HPC, c'est un joint undertaking qui, sur la période actuelle, se proposait d'acquérir 2 pré-exascale machines, on verra qu'il y en a peut-être un petit peu plus, et puis de développer tout un work programme pour stimuler et pour soutenir la recherche et l'innovation dans le domaine du HPC, avec des montants qui, sur la période actuelle, avoisinent le milliard d'euros, ce qui n'est pas rien. Donc, le joint undertaking a été créé maintenant il y a quasiment un an. C'était au mois d'octobre et on a tenu les premiers governing boards, je crois en fin d'année dernière, au mois de novembre. Donc, très rapidement également, je vous rappelle une structure de gouvernance qui est un governing board, qui est la seule instance de décision d'Euro-HPC, et puis des advisory committees, donc un Research and Innovation Advisory Group et un Infrastructure Advisory Group. Ensuite, il y a une implémentation qui est faite avec les États membres et leurs centres de calcul. Et puis, évidemment, on essaye de prendre en compte tous les besoins de tous les acteurs du HPC, qu'ils soient utilisateurs, mais aussi intégrateurs, et tous les gens qui sont des fournisseurs de technologies. Au Governing Board, tous les pays européens sont représentés. C'est-à-dire qu'Euro-HPC est une action qui accueille tous les pays membres de l'Union. Seuls 2 pays sont encore observateurs, c'est Malte et UK. UK, évidemment, pour les raisons que vous pouvez imaginer. Même il y a quelques semaines, il y a même un nouveau pays qui nous a rejoint, qui est North Macedonia. Mais tout le monde est là. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important à souligner. C'est une véritable initiative européenne avec un énorme succès. Et on va voir aussi le succès qu'ont eu les appels à projets pour les supercalculateurs pétascale et pré-exascale. Donc, je vais d'abord vous parler, parce que finalement c'est le plus simple et qu'il n'y a pas d'actualité fraîche, puisqu'il y a des opérations en cours que je vais vous expliquer. Je commence par le pilier 1, on dit le pilier 1 d'Euro-HPC, c'est l'infrastructure de calcul, avec donc au moins 2 supercalculateurs pré-exascale, et puis une contribution de l'Union européenne qui était prévue à 250 millions d'euros, avec donc autant attendu des États membres, puisque
C'est le principe d'EuroHPC qu'on va retrouver partout dans l'exposé que je vais vous faire. C'est que dans EuroHPC, quand on veut avoir 1 euro de contribution européenne, il faut montrer 1 euro de contribution nationale. Donc ça veut dire que les pays qui veulent accueillir des supercalculateurs, pétascale, pré-exascale, puis ensuite exascale, devront mettre quelques millions sur la table s'ils veulent obtenir un financement équivalent de l'Union européenne. Et puis il y a aussi donc des supercalculateurs pétascale qui ne se font pas dans les mêmes conditions, puisque là, les pétascales, c'était l'Union contribue maximum à 35% de l'achat des machines, mais ne participe pas du tout aux frais de fonctionnement, alors que dans le cas des pré-exascales, c'est 50-50 sur l'achat et sur l'exploitation. Une belle photo de tous les gens qui, pré-exascale, ça ce sont tous les consortiums pré-exascale et pétascale qui ont été retenus dans le cadre des 2 appels dont je vous parlais, puisque ici, il y a eu des appels à projets. Il y a eu des appels à projets pour déterminer ce que l'on a appelé les hosting entities. L'hosting entity étant un pays ou un consortium de pays qui s'est déclaré intéressé et a dû montrer l'engagement budgétaire qu'il mettrait pour accueillir donc des systèmes pré-exascale et des systèmes pétascale. Donc on va voir la carte après, mais les accords ont été signés. Ça a fait l'objet d'un accord de signature, donc ce qu'on appelle des hosting agreements entre la JU, EuroHPC et les États membres. Je passe tout de suite à ça. Donc là, on voit la carte des systèmes pré-exascale. Il y a 3 systèmes pré-exascale au final qui ont été sélectionnés. Donc quand je dis 3 systèmes, c'est en fait 3 consortiums qui ont été retenus. Le premier, c'est un consortium dirigé par l'Espagne, auquel se sont joints le Portugal, la Croatie et la Turquie. Le deuxième, c'est Italie, avec Slovénie. Et le troisième, qui est le plus important en nombre de pays qui le composent, c'est un consortium donc, qui est dirigé par la Finlande, mais auquel se sont joints beaucoup de pays. On le voit ici sur cette carte, la Norvège, la Suède, l'Estonie, la Pologne, la Pologne, la Belgique, c'est donc et la Suisse, financièrement, ce qui est important. Donc voilà les 3 consortiums qui se sont déclarés intéressés pour accueillir une machine pré-exascale. Et à la suite, les 5 pays qui ont été retenus pour des systèmes dits pétascale, qui vont, eux, héberger des systèmes compris entre 4 et 10 pétaflops. Donc ces pays sont le Portugal, la Belgique, la Slovénie, la Bulgarie, et je me souviens jamais ce que c'est ce pays. Ça doit être la Tchéquie. Donc on le voit, 5 systèmes entre 4 et 10 pétaflops, 3 systèmes autour de 150 pétaflops probablement. L'appel est en cours. Donc ça, ce sera ouvert. Eh bien, ce sera ouvert là. Ce sera ouvert en 2020. Donc dès début 2020. Je vous ai extrait un transparent qui vous explique que là, on est finalement, la JU EuroHPC et les pays concernés sont en phase d'appel d'offres. Il y a un appel d'offres unique qui a été lancé pour les 3 systèmes pré-exascale avec 3 lots différents. Et la phase d'appel d'offres est lancée. Elle a été approuvée par le Governing Board. Et on espère que les machines seront disponibles début 2020, si on est optimiste et si tout va bien. Voilà. Mais c'est en tout cas l'objectif qu'il faut avoir si on veut essayer de tenir le calendrier. Donc ça, c'est la phase machine. Donc on le voit, un certain nombre de systèmes, de la puissance de calcul importante, voire probablement comme on n'avait jamais eu en Europe à une période donnée. C'est donc un événement pour le HPC européen de se mettre d'accord pour accueillir des machines aussi importantes sur notre continent. Ensuite, il y a un work programme. Il y a un work programme et il y a eu un work programme 2019
Le Work Programme 2019, il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été lancées. Donc vous voyez les titres là, j'ai rajouté des numéros 01, 02, 03, 04, 05, qui sont donc les 5 appels qui ont été lancés, qui ont été ouverts cet été, avec de l'argent à la clé. Donc ça, c'est les tableaux du dessous. 2 vagues d'appels, des vagues d'abord qui se sont finies au mois de novembre, concernant des centres de compétences. L'appel centre de compétences est divisé en 2 parce qu'il y a un appel centre de compétences qui concerne tous les pays et un appel qui concerne un appel pour lier les actions de chaque pays. Voilà. Et puis le numéro 5, c'est dédié au soutien HPC pour les PME. Je dirais à la fortissimo pour ceux qui connaissent ce projet-là. Donc d'ailleurs, on a une réponse française sur les centres de compétences. Le centre de compétences est dirigé par Terratech et fait l'objet d'un consortium avec le CERFAX et avec GENSI. Et puis il y a aussi un autre appel, donc trois appels qui sont mentionnés ici: Extreme Scale Computing and Data Driven Technologies, et puis deux appels qui concernent HPC and Data Driven Application. Et là, les appels ne sont pas encore clos puisque deadlines, on est à 14 janvier de l'année prochaine. Donc il y a encore beaucoup de consortiums qui se montent. Et on a encore d'ailleurs beaucoup de questions sur ces sujets. J'en profite pour vous redonner quelques règles de financement. Donc à gauche, vous avez j'ai fait un extrait du site web EuroHPC, où on voit que vous avez 2 contacts qui sont mentionnés. C'est Neil Labrouk qui travaille à la DGE et moi. Et puis derrière, nos 2 agences nationales de financement que nous avons déclarées, que sont la CDC et l'ANR. Le principe de cofinancement est donc très clair. Si un consortium européen dans lequel vous déposez un projet est sélectionné, eh bien, vous avez droit donc à 50% de budget donné par l'Europe. Et ensuite, il faut vous retourner vers une des 2 agences nationales de financement qui sont mentionnées pour obtenir, alors on va parler des conditions, pour obtenir les 50% de contribution nationale. Le 50%, il faut le comprendre comme étant de 0 à 50%, puisque ça dépend de chaque pays. L'engagement de chaque pays est propre à chaque pays. Et ça veut dire aussi que l'Europe ne regarde pas ce que chaque pays fait. Aujourd'hui, on déclare une agence de financement. Si il y a des pays qui n'ont pas mis d'argent sur la table, certains en ont mis. Aujourd'hui, comprenez par exemple que pour la Caisse des dépôts, on a rajouté cette agence de financement pour un programme français qui existait déjà, donc avec un consortium qui faisait suite à un financement du PIA. Donc cette option de financement n'est pas ouverte du coup à des nouveaux consortiums, et donc il faut vous retourner vers l'ANR, qui est aujourd'hui la seule agence nationale de financement qui peut couvrir des projets de recherche. Donc quand on a dû regarder ça cet été, la seule option que l'on avait sous la main, c'était de diriger vers les scientifiques et les consortiums français vers l'appel à projet générique ANR, qui, comme vous le savez très probablement, est déjà clos. Enfin, il est clos. Il n'était pas clos cet été, mais il est clos depuis le mois dernier. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, comment obtenir de l'argent? Eh bien, ça veut dire que les 50%, vous allez vous tourner vers l'ANR, et l'ANR vous dire, bon, bah, très bien, je ferai les déclarations qui vont bien à l'Europe, mais je déclare que je n'ai rien pour l'instant. Sachez que j'espère que c'est une situation provisoire. On a des discussions actives avec l'ANR pour qu'on puisse mettre en place très rapidement un cofinancement français automatique en cas de sélection EU.
Donc ça veut dire qu'on est bien conscient du fait que ce qu'on avait mis en place en urgence cet été n'est pas viable. On sait bien que pour les scientifiques, passer pour participer à un projet globalement, en faire deux et passer 2 étapes de sélection et de peer review, ce n'est pas possible. Enfin, ce n'est pas viable. Donc, j'espère qu'on va aboutir très très rapidement avec l'ANR, ce qui veut dire globalement que si on arrive à voir comment tout ça peut se faire et qu'on arrive à un accord en 2020, je dirais au pire au 1er janvier 2021, on pourra du coup cofinancer les projets qui ont été sélectionnés. Les projets, là, on a vu, date limite janvier, le temps que ce soit sélectionné, que ça se mette en place, c'est pas avant l'été. Donc, pour moi, avec ma vision toujours un peu optimiste des choses, ça, ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours une vision un peu optimiste des choses, mais sinon on n'avance pas. Ça veut dire qu'on peut imaginer qu'au pire, vous aurez 6 mois de trou de financement et qu'il faudra le faire sur fonds propres. J'espère que du coup, on pourra très vite remettre un financement français. D'ailleurs, je vous le dis aussi, pour finaliser cette discussion que j'ai en ce moment avec l'ANR, il faut évidemment dimensionner le budget nécessaire. Donc ça veut dire que toutes les remontées que vous pourrez me faire en me disant, ben voilà, moi j'ai déposé, ou je veux déposer, ou j'aurais déposé, et puis j'aurais eu besoin de tant d'argent, ça aurait fait tant à mettre côté français, eh bien ça va m'aider à dimensionner l'enveloppe qu'il va falloir prévoir sur EuroHPC. Voilà. Donc n'hésitez pas, je suis sûr que mon adresse mail, vous la retrouvez très facilement, laurent.crouzet@recherche.gouv.fr, c'est pas compliqué à retenir. Voilà, donc ça c'est les cofinancements. Comprenez aussi que tous ces calls 2019 ont été repris de H2020, des work programmes Horizon 2020, qu'ils ont été bâtis donc sur des bases qui existaient déjà. Et là, j'en viens maintenant à un petit, à quelques transparents qui nous ont été montrés au Governing Board de EuroHPC par la Commission, qui font un état de l'argent que la Commission dépense en efforts HPC. Et je pense qu'on va du coup rejoindre les discussions qu'il y a eu ce matin et les présentations sur certains programmes, où on va voir que côté Europe, on n'a, à mon avis, pas un programme complètement complet et complètement au même niveau que ce qu'on peut faire, mais qu'on a quand même un certain nombre d'éléments qu'il faut peut-être prendre la peine d'assembler et de mieux maîtriser si on veut au final avoir quelque chose de cohérent. Donc aujourd'hui, les statistiques que nous donne l'Union européenne et que nous donne la Commission, c'est que il y a quand même un certain nombre d'argent, un certain montant d'argent, 535 millions d'euros, ce n'est quand même pas rien entre 2014 et 2020, qui ont été mis sur la table par l'Europe, avec des fonds en provenance de H2020 directement, mais aussi des ERC qu'ils comptent. Je n'avais jamais vu ce chiffre sur les ERC dans le domaine HPC, et aussi des fonds CEF, qui sont pour Connecting Europe Facilities, qui sont normalement des fonds plutôt réseau, mais qu'on a aussi utilisé pour faire du HPC. Et on a d'ailleurs donc 2 projets français qui ont été sélectionnés. Il y a des gens dans la salle qui ont participé à 2 appels CEF HPC ici. Donc c'est aussi une source de financement qui n'est pas à négliger. Là, c'est un rappel des calls H2020, donc 173 millions d'euros pour 34 projets. Ça fait quand même au final pas mal d'argent, disséminé sur beaucoup de projets aussi. Donc là, tout n'est pas peut-être au niveau. Quel est l'impact de ces projets ? Moi, je pense que c'est vraiment la question qu'il faut poser. C'est un petit peu des fois le problème que l'on a aussi avec les projets européens, c'est et après on en tire quoi de tout ça, hein? Donc je pense que l'impact des financements qu'on met sur la table, c'est aujourd'hui quelque chose, c'est une question que l'on nous pose aussi au ministère, hein. On dit, voilà, si vous financez ça, on en fait quoi avec ? Donc ça, c'est une question que je vous pose aussi, l'impact des financements communautaires que l'on a en France et en Europe.
Il y a eu aussi des appels sur donc, les appels infra. Typiquement, d'abord, je dirais, pour toute l'infrastructure de calcul, ce sont les soutiens PRACE, ce sont les projets PRACE NIP, que certains d'entre vous connaissent, les organismes de recherche et aussi GENSI. Et puis, le PPI qui a été mis sur la table et dont on a bénéficié aussi en France avec le CEVA Agency, 26 millions d'euros. Et évidemment, il faut quand même le rappeler, un budget de 137 millions d'euros au total, ce qui n'est pas rien quand on somme tous les projets sur les centres d'excellence. Sachant que l'appel 2019, il a fallu pousser largement la Commission et demander à ce qu'on remette de l'argent sur les applications. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on dit à la Commission, et on leur dit, on est un certain nombre de pays à leur dire, et on leur dit un certain nombre de fois dans l'année aussi, quand on leur dit qu'il faut mettre plus de moyens sur le développement des applications en recherche et aussi pour l'industrie, eux le font pour l'industrie sans trop de soucis, parce que là on le voit, il y a les centres de compétences par exemple, il y a des actions dédiées, et c'est très bien, il faut le faire, il ne faut pas diminuer les montants sur ce sujet-là. Ça veut juste dire qu'il faut en mettre un petit peu plus sur le développement des applications pour le monde académique. Et aujourd'hui, on a un peu de mal. Donc moi, ce que je peux vous demander aussi finalement, c'est de faire remonter à vos représentants dans les GTN infra par exemple, puisque vous savez qu'il y a une organisation française et européenne finalement qui existe, hein, c'est de faire remonter ce besoin-là. Tant que ce besoin-là ne remonte pas au GTN, il n'est pas poussé et on ne le retrouve pas dans les work programmes, du programme cadre, d'accord. Et puis il y a eu aussi, donc c'est la troisième ligne, un certain nombre d'appels pour les, je dirais, un petit peu plus techno, pour 48 millions d'euros. Là, c'est une distribution entre une distribution thématique, c'est toujours le même argent, hein, mais on le voit, c'est quand même pas rien. Donc de l'argent, il y en a. Moi, je dirais il y en a. Le tout, c'est qu'il soit bien organisé et qu'il soit dépensé de façon efficace. C'est peut-être ce qu'on manque encore. Donc l'objectif avec EuroHPC, c'est d'essayer aussi d'avoir une vue un petit peu plus globale pour essayer de dépenser l'argent de façon un petit peu plus efficace. Et ça, c'est les projets ERC. Je les avais jamais vus ceux-là, donc je me suis dit que ça vous intéresserait aussi. Ils ont identifié 39 projets, 39 ERC qui ont été gagnés par des scientifiques qui travaillent dans le domaine du HPC. Donc c'est quand même aussi très très intéressant, surtout quand on sait la liberté que l'on peut avoir avec les fonds ERC pour les scientifiques qui ont réussi à obtenir un financement de ce type. J'en viens à quelques transparents pour vous expliquer comment va être financé le HPC dans les prochains programmes. Eh bien, il y a trois programmes qu'il faut viser. Donc, les trois programmes qu'il faut viser sont évidemment le numéro 2 que j'ai mis là, c'est Horizon Europe, qui est la suite donc de Horizon 2020. Il y a aussi Digital Europe, qui est un programme dédié à tout ce qui est numérique et qui a un certain nombre de milliards à son budget. Et puis toujours les fonds CEF qui aident à faire un certain nombre de choses. Je vais vous expliquer quoi après. Donc Digital Europe, évidemment tous les slides que je présente ici seront sur le site Europe. Hein. C'est vraiment lié au numérique. C'est pas de la recherche à TRL, comme on dit, bas, c'est plutôt des TRL moyens. Donc, il faut que ce soit du déploiement de quelque chose qui existe déjà. C'est pour ça, par exemple, que on voit que l'argent qui servira à financer les machines Exascale, avec des parts aussi, des parts hybrides, Quantum, dédiées à l'IA, eh bien, ça viendra de ces fonds-là, puisque c'est du développement de technologies existantes. On veut aussi connecter tout le système, donc les fonds viendront de là aussi.
Et puis, les fonds Competence Center, qui sont dédiés plutôt au monde privé et à l'industrie. Du coup, on est à TRL un petit peu plus haut, et du coup, ils viendront aussi de Digital Europe. Sur Horizon Europe, eh bien là, c'est vraiment des activités de recherche, mais des activités de recherche qui sont, c'est le petit i, lié à des activités de recherche hardware, je dirais. Donc ça, c'est le projet de Low Power Microprocessor européen, et avec aussi de l'argent pour l'intégration de tout ça, ce qui n'est pas rien. Tous les outils aussi, systèmes et bibliothèques, environnements qu'il faut pour faire fonctionner des supercalculateurs. Et puis enfin, le petit 3, on le voit, donc World Leadership in Supercomputing Applications. Alors là, c'est là qu'on est, à mon avis, un peu faible, hein, mais c'est pour Innovative HPC in Big Data Enable Test Beds. On n'en est qu'à des test beds. Donc là, j'avoue que je ne comprends moins le système et je pense qu'il faut vraiment pousser à faire un petit peu plus, sachant que les actions pilotes, elles, sont plutôt dédiées à des secteurs industriels. Je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Sur les CEF, eh bien, sur les CEF, là, on veut interconnecter les centres de calcul européens. En gros, les centres PRACE, les centres EuroHPC, il va falloir mettre de la fibre, faire que tout ça fonctionne. Et donc, il y a aussi de l'action, il y a aussi du budget qui sera dédié à ça. Et ben voilà, j'en ai fini. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Nominé CEA. C'est plutôt un ou deux petits commentaires, Laurent. Merci pour ton exposé très clair, comme d'habitude. Et tu as parlé, je rebondis sur deux mots que j'ai retenu ton exposé. Un, quand tu as parlé d'impact, effectivement, c'est important de mesurer, de surveiller, de mesurer l'impact des actions. Je voudrais juste rappeler que dans le cadre de ce qui s'appelait le partenariat public-privé, Horizon 2020, qui s'est arrêté il y a un an et qui est remplacé par le pilier 2, recherche innovation d'EuroHPC, il y avait une petite activité de monitoring et d'impact assessment que j'ai eu le bonheur d'animer pendant 5 ans. Et je voudrais témoigner de la difficulté à faire de l'impact assessment. Et on a produit un ou deux petits rapports publics dont le dernier est sorti là. Alors bon, c'est écrit en bon bruxellois, je ne sais pas si c'est fascinant à lire, mais c'est important et je souligne la difficulté de mesurer ce genre de choses et dans le temps. Après, bon, mais il y a eu ces efforts, je pense, et j'espère que la JU EuroHPC relaiera, parce que c'est des efforts dans la durée de faire de l'étude d'impact, à la fois sur les filières technologiques industrielles, sur les applications et leurs retombées directes ou indirectes en termes sociétal, économiques, industriels. Tu as parlé de moyens. Tu as habilement et très bien démontré qu'on n'était pas pauvre en Europe, au point où on pourrait bien le croire en termes de moyens. Un petit peu après, tu as bien esquissé l'idée que les moyens, ce n'était pas tout. Et là, j'insisterai lourdement sur le fait que l'ingrédient qui nous manque essentiellement en Europe, il est d'ordre organisationnel et structurel pour utiliser ces moyens efficacement. On manque cruellement de quelque chose qui est, on va le dire clairement, plus top-down dans la manière de gérer les projets et d'articuler autour une recherche oxygénée intelligemment, mais avec une ossature plus forte, pas nécessairement exactement calquée sur ce que font nos amis japonais ou américains, mais qui pourrait s'inspirer ou décalquer, démarquer par rapport à notre culture européenne, ce qui est bien dans leurs projets avec l'éco-design, les 3 piliers, etc. Là, franchement, en Europe, on dissipe beaucoup trop de temps et d'énergie dans un paysage où on fragmente beaucoup trop les efforts sans les coordonner suffisamment à un assez haut niveau. Oui, moi je rajouterais quand même que pour le coup, EuroHPC, c'est une action top-down, mais que moi je vais aussi vous lancer un appel. C'est que la recherche, effectivement, souvent on est très bottom-up, mais ça veut dire aussi que vous savez que la France, enfin, je l'ai déjà dit, mais peut-être pas à Orap, mais ailleurs, bon, on projette d'être candidat pour héberger une machine exascale sur la deuxième période EuroHPC qu'on va commencer à négocier. Donc ça veut dire que l'on souhaite, et on a des actions qui nous font qu'on veut mettre pas mal d'argent finalement pour être candidat, parce que vous avez vu, il faut mettre de l'argent sur la table pour être candidat. Maintenant,
il faut être clair aussi, il faut qu'il y ait des gens derrière qui utilisent, qui mettent des moyens. Ça veut dire aussi qu'au niveau des organismes de recherche, au niveau des universités, au niveau des laboratoires, il faut prendre conscience qu'on a besoin de mettre des moyens. Il n'y a pas de miracle. Il faut aussi pousser les sujets HPC partout. Nous, on va demander aux organismes et à tous les laboratoires, on va leur dire, on met de l'argent sur la table, qu'est-ce que vous comptez faire? Donc ça, c'est une question que l'on va poser, mais derrière, il faut qu'il y ait des gens qui répondent à cette question. Et donc, il faut que les communautés HPC de développement, elles soient fortes et qu'elles n'oublient pas. Et qu'elles n'oublient pas, on en a souvent discuté à Orap, hein, donc je ne vais rien vous apprendre, mais il ne faut pas uniquement pousser le sujet le sujet scientifique auquel on est en train de répondre, je ne sais pas, l'astrophysique, la combustion, la fusion ou le climat. Il faut aussi dire que l'on a besoin de moyens pour le développement d'applications, pour faire du HPC, pour des méthodes numériques, pour des maths. Et ça, c'est pas toujours facile, alors que c'est un sujet qui aujourd'hui, on le voit, n'est pas très bien pris en compte côté européen. Et finalement, alors, on a l'appel ANR, qui, ces 2 dernières années, a été réorienté un petit peu sur ces sujets-là, mais, et qui a du succès, hein, donc on en est très content. J'espère qu'on va aussi montrer un financement, qu'on va réussir à mettre en place un financement dédié au HPC pour repousser un certain nombre de choses, mais il n'empêche qu'il faut aussi que dans les communautés, les gens qui ont besoin de faire des développements software, même en amont pour les machines, j'entends, hein, et aussi le développement applicatif, il faut que les gens militent et se fassent entendre. Hein, voilà. D'autres questions? Bon, moi j'ai une question. On voit qu'il y a des communautés de recherche qui sont sous-représentées. Est-ce que c'est uniquement une question d'organisation et de moyens? Alors là, j'ai pas vraiment parlé de communauté de recherche. Qu'est-ce que je dois comprendre comme, est-ce que tu peux préciser? Que faudrait-il pour inciter davantage les contributions? Il faut que les gens, aujourd'hui on le voit, tous les pays ont des besoins HPC de plus en plus grands. Donc il faut regarder avec Gensi, avec Price, les communautés. Est-ce qu'on peut comparer l'utilisation des machines chez Gensi et chez Price? Si on veut regarder par exemple en France, est-ce qu'on a les mêmes communautés qui calculent chez Gensi que celles qui calculent dans Price? Il faut aussi que, alors maintenant il y a des communautés qui sont très prêtes, hein, qui montent effectivement, qui disent, moi si je veux continuer à faire de la recherche de premier niveau, je dois effectivement continuer à faire de la simulation. Donc il faut en être conscient. Sachant qu'on demande aussi maintenant, oui, quand on fait de la recherche, on demande l'impact. On va regarder les gens s'ils sont au premier niveau mondial. Aujourd'hui, on a des équipes qui sont premier niveau mondial parce qu'elles elles ont accès à des moyens de simulation. Donc ça, il faut le remonter. Il faut que chaque communauté se pose la question, est-ce que j'ai besoin de simulation? Est-ce que c'est important ou pas pour moi? Si c'est pas important, qu'ils ne l'utilisent pas, c'est pas grave. Mais s'ils en ont besoin pour rester au meilleur niveau mondial, j'entends pas de leur idée, mais en se comparant à ce qui se fait dans les autres pays et ce qui se fait dans le monde. C'est ça qui compte. Il faut aussi se comparer. Eh bien, si dans plein de pays, on utilise la simulation pour un certain domaine et qu'on ne le fait plus en France, moi, je dirais qu'il faut presque... Enfin, je pense que c'est mal parti. Mais il faut... voilà, donc il faut investir. Il faut investir. Il faut investir en moyens. Je sais qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est une des difficultés que l'on a, on le sait. Hein, trouver de l'argent et des millions, c'est très difficile. Mais trouver des bonhommes et des postes, ça l'est aussi. On le sait. Donc ça veut dire qu'il faut faire des priorités. Voilà. Mike Gio, Terratech. Je voulais un petit peu abonder dans le sens de Jean-Philippe. Je veux dire, cette machine Exascale, elle pourrait être un bel élément fédérateur de la communauté en France. Elle pourrait être un bel objet autour de lequel on pourrait organiser quelque chose. Et vraiment, l'idée, c'est
Est-ce qu'il y a des envies ou des plans ou des projections de monter peut-être quelque chose, pas avec les mêmes moyens bien sûr, mais avec au moins dans l'idée ou dans l'esprit quelque chose avec les projets aux US, de prendre des communautés, de prendre leur application clé, de faire un travail ciblé sur certaines applications pour bien utiliser ces machines. Ce travail se fait en ce moment même avec GENSI. Il est organisé pour toutes les communautés scientifiques qui utilisent les machines GENSI. Il se fait au sein de GENSI, qui a monté des groupes de travail pour justement réfléchir à tous les aspects de ce projet d'hébergement de systèmes Exascale en France. Donc oui, le travail se fait. Par rapport aux deux présentations qu'on a eues précédemment, on voit deux modèles très différents entre les US et le Japon. On risque de se retrouver comment, nous, là, dans ce panorama? Je prends ma boule de cristal. Je n'en sais strictement rien. Ce que je peux voir quand même, c'est qu'aujourd'hui, on mobilise des budgets qui n'ont jamais été mobilisés jusqu'alors, que ce soit en Europe, voire même en France. Aujourd'hui, le projet Exascale fait qu'on va mobiliser des budgets qu'on n'a jamais mobilisés avant. Donc ça, c'est quand même très positif. On le fait en Europe. EuroHPC aujourd'hui permet de mobiliser des milliards, on va dire, parce que dans Digital Europe, il y a aussi énormément d'argent. Donc ça, c'est positif. Le tout maintenant, c'est que tout ça soit quand même bien organisé, qu'on n'ait pas de trous dans la raquette. Moi, je le dis tout le temps, j'ai toujours une inquiétude sur le développement des applications. Parce que ça nécessite beaucoup de moyens, ça nécessite des personnes, donc du coup du temps, il faut le financer. Donc ça, il faut mieux organiser. Donc ce que l'on répète aujourd'hui en tant qu'État membre à la Commission, c'est que on leur dit, quand on leur dit comme ça, en fait, ils n'aiment pas trop. Mais moi, je l'ai déjà dit à la Commission, aujourd'hui, je prétends que EuroHPC n'est pas vraiment un programme global HPC, parce que le programme global Exascale, ce serait de mettre aussi toutes ces applications dont on a besoin et de faire des vraies actions. Mais donc il y a quelques pays qui comprennent, c'est ceux qui ont déjà des applications, ceux qui ont fait des efforts. Par exemple, quand on en parle avec la Suisse, qui a mis énormément d'argent pour refaire son modèle météo, par exemple, eh bien eux, ils comprennent ce que c'est. Donc oui, il faut qu'on arrive à plusieurs pays à monter pour être certain que l'argent qui est là, moi je pense que l'argent il est là. C'est-à-dire que comparer les budgets des annonces qu'on entend au Japon ou aux États-Unis ou en Chine, les milliards, voilà, les milliards il y en a toujours, on ne sait jamais vraiment ce qu'il y a derrière, comment on compte l'argent, on peut vite avoir un facteur 2, un facteur 3 en fonction de ce qu'on compte ou de ce qu'on ne compte pas. Donc ça c'est très compliqué. Donc derrière ce qui compte c'est que les programmes soient là. Et ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'on a quand même une opportunité en Europe. On a des budgets, on a une visibilité, on a l'envie de faire des choses. Bon, je pense que c'est déjà, ça c'est déjà une opportunité qu'on n'avait pas avant. Donc il faut maintenant se saisir de cette opportunité. Merci beaucoup Laurent. Je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'on prend un peu de retard. Donc je vous invite à poser d'autres questions pendant la pause déjeuner. Et on va passer à l'orateur suivant. Édouard Audit. Merci.